Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, pour commencer, compte tenu de la thématique, c'est extrêmement difficile parce que si je dis bonjour tout simplement, c'est un peu sec. Si je dis bonjour à tous, il y a le risque que j'oublie la moitié de l'humanité et qu'on m'en veuille énormément. Et si je dis bonjour à tous et à toutes, il y a le risque qu'on m'accuse de bicatégoriser les hommes et les femmes et de les enfermer dans des catégories. Donc, la meilleure chose, je pense, c'est de ne pas dire bonjour malgré l'heure matinale. C'est plutôt de commencer en disant que on est enchanté d'être là avec Pascal Delas. On est vraiment ravis d'être là et de défendre cette question de l'égalité d'un côté, des jeux de l'autre, et on va essayer de croiser ça. Avec deux questions qui nous tiennent à cœur, hein, l'égalité et puis les jeux traditionnels. Alors, vous l'avez entendu, hein, on est deux, c'est une intervention à deux voix organisée de la manière suivante. Je parle et Pascal m'interrompt. On a déjà fait ça dans le cadre d'un stage à destination des Master 2 STAPS de Nantes, et ça s'était plutôt bien passé. Donc en gros, je dis des choses et Pascal me contredit, amende, corrige, ajoute, etc. Voilà comment ça va se passer. Et puis j'ai l'outil numéro 1 du prof de PS, le chronomètre, pour normalement conserver quelques minutes de questionnement à la fin de l'intervention. Je vais donc essayer de respecter ça. Pour commencer, donc Mathilde a effectivement rappelé que de mon côté, moi j'étais enseignant, j'ai la chance d'être dans une cité scolaire, donc collège, lycée. Je fais partie du groupe Jeux et pratiques ludiques des CMA, groupe piloté par un certain Pierre Parlebas, que j'espère vous connaissez et que vous avez lu. Et puis, par ailleurs, je suis féministe, et donc féministe tant qu'il le faudra. Avec la petite anecdote, c'est que j'ai rencontré Pascal Delas quand je réalisais un DEA, donc l'ancêtre du Master 2 de sciences de l'éducation sur les jeux traditionnels. Pascal, est-ce que tu veux ajouter 2-3 mots de présentation perso? Oui, enfin, très rapidement, pour donner quelques compléments d'information me concernant, euh, j'ai fait toute ma carrière d'enseignant en collège. Bon, j'ai eu une parenthèse de 18 ans, j'étais engagé dans la formation continue, mais pendant toutes mes activités, toutes mes années collège, j'ai toujours trouvé une place pour les jeux traditionnels. Pour quelle raison? Tout simplement parce que très tôt dans ma carrière, j'ai rencontré Pascal Borde, que vous connaissez peut-être, qui est prof à l'université La Crotelle à Paris, et qui est engagé lui aussi dans les CMA, que Fabien connaît bien, qui travaille avec par le bas. Bref, et on a pendant 5 années durant travaillé autour de cette question pour savoir quel genre de contenu, comment modéliser les évaluations dans le cadre de la pratique des jeux traditionnels. Voilà, mon expérience se tient à ces quelques remarques. J'ai jamais arrêté, je trouve ça énormément plaisant et les élèves nous le rendent bien. Nous le rendent bien, pardon. À toi, Fabien. Excusez-moi, j'arrive, je partage mon écran, je l'envoie en mode diapo. Et c'est parti. Et on va commencer, chose extraordinaire, par la diapo, je ne sais plus combien, voilà, par celle-là. Donc, première question que j'ai envie de poser. Alors, évidemment, je ne vous la pose pas concrètement, c'est plutôt une question rhétorique, mais c'est une question un peu pour aller puiser dans votre mémoire. Quand est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir vécu en cours de PS une situation qui abordait explicitement, j'incite sur le terme explicitement, la question de l'égalité entre les garçons et les filles, ou la question des inégalités? Moi, dans mes souvenirs d'élèves et d'étudiants STAPS, jamais. Jamais. J'ai juste le souvenir d'une prof qui, en 5e, nous avait fait faire de la danse, puis enchaîner avec de l'accro, puis enchaîner avec de l'AGR, mais sans aborder typiquement cette question des garçons et des filles, des inégalités, et je crois qu'on ne l'aborde jamais. Deuxième question, et pourquoi on ne l'aborde jamais?
parce que pendant quelques années, à l'agrég interne d'EPS, il y avait comme thématique en écrit 1 la prise en compte des filles et des garçons en EPS depuis 1968, je crois, quelque chose comme ça. Et il se trouve que j'étais formateur sur cette thématique. Et du coup, pourquoi il me semble que c'est jamais abordé explicitement? Parce que l'école a deux rôles, hein, deux missions conformer, c'est-à-dire qu'il faut être capable de s'intégrer dans une société et s'émanciper. Donc, il faut être capable aussi de transformer cette société. Et donc, la question que je me posais et que je vous pose, c'est finalement, est-ce que le rôle de l'EPS, ce n'est pas de confirmer les identités sexuées traditionnelles? Et pourquoi je pense que la réponse à cette question, elle est plutôt oui? Parce que concrètement, quand il y a eu des manifestations, notamment contre les ABCD de l'égalité, contre les programmes de sciences de la vie et de la terre, il n'y a jamais eu une manifestation contre les programmes d'EPS. Et peut-être parce que, tout simplement, les programmes d'EPS et la pratique de l'EPS ne me remet pas en cause les identités sexuées traditionnelles. Peut-être qu'au contraire, elle les confirme et que ça va très bien comme ça à beaucoup de personnes. Et il suffit, Fabien, pour le confirmer, d'observer la manière dont sont organisées aujourd'hui les programmations d'activités physiques et sportives au niveau des établissements scolaires, principalement orientées sur des activités sportives et qui, par le jeu des stéréotypes, organisent une inégalité de fait entre les filles et les garçons. Je rebondis là sur ce que vient de dire Pascal. Une autre thèse que j'avance, moi, c'est que le moteur de l'histoire de l'EPS, c'est la gestion des garçons turbulents. C'est-à-dire que concrètement, les enseignants d'EPS organisent leurs pratiques pour gérer les garçons turbulents. Et quoi de mieux que le badminton pour gérer les garçons turbulents? Le badminton, c'est à la fois un duel, donc ça répond à un certain nombre de leurs motivations, mais un duel médié. Et puis un duel dans lequel on peut quand même embarquer éventuellement quelques filles et quelques garçons qui auraient moins d'appétence pour les duels. Et moi, c'est une des explications du succès foudroyant du badminton, hein, c'est que ça permet de gérer les garçons turbulents. En plus, on est en salle, on met beaucoup d'élèves dans une salle et le pompon, c'est que c'est une activité où les élèves progressent relativement rapidement. Donc, en gros, une espèce d'activité idéale pour les enseignants d'EPS et pour la gestion des garçons et des filles en EPS. Troisième point, toujours quand je préparais là, ce travail pour l'écrit 1, pour la formation à l'écrit 1 de l'agrég interne, il y avait, du coup, je regardais ce qui était écrit dans les revues professionnelles sur cette prise en compte des garçons et des filles. Et en fait, moi, j'avais identifié que souvent, on avait effectivement des articles sur la prise en compte des garçons et des filles, mais que les solutions didactiques, les propositions pédagogiques, quand on passait de la prise en compte des garçons et des filles aux solutions pédagogiques, en fait, on passait d'une question de sexe et de genre à une question de gestion des ressources. Et en fait, c'était la gestion des ressources qui permettait non pas de traiter, mais un peu d'effacer les problématiques de sexe et de genre. J'ai 2-3 exemples en tête. Un exemple, c'était un collègue qui proposait dans une revue de faire, je ne sais plus si c'était du tango ou une des danses sud-américaines, pour la mixité, sans par exemple questionner le fait que ce sont des danses concrètement hyper machistes et sans par exemple introduire la rotation des rôles, c'est-à-dire pour que chacun vive bien le rôle du meneur et le rôle du mené, et pas que la fille soit cantonnée au rôle de la menée et le garçon au rôle du meneur. Et d'autres exemples comme ça où on bascule toujours finalement d'une problématique sexuée genrée à une problématique de gestion des ressources différenciées des élèves. C'était un petit mot d'introduction sur cette question, mais pour dire que c'est extrêmement, extrêmement complexe à gérer, non seulement parce que je ne suis pas sûr que l'institution nous invite à traiter concrètement cette question. C'est-à-dire que oui, il y a l'égalité. Najat Vallaud-Belkacem, quand elle était ministre, insistait beaucoup sur l'égalité réelle. Et concrètement, dans nos pratiques, qu'est-ce qu'on met en place pour cette égalité réelle?
Là, je suis plus dubitatif et en l'occurrence, à travers les jeux traditionnels, je crois qu'on aborde plutôt cette question de la prise en compte de tous par la gestion des ressources et pas par un traitement spécifique des questions garçons-filles, etc. Pourquoi donc les jeux traditionnels permettent notamment une gestion des ressources et pourquoi s'adressent-ils à tous et à toutes? Je suis reparti d'un petit article que j'avais écrit dans un fichier de jeu qui s'appelait Jeux d'autrefois, jeux d'avenir. Et le titre de l'article, c'était pourquoi même le timide s'amuse-t-il dans les jeux? Avec dès l'introduction, il y avait une des questions, c'était pourquoi facilite-t-il les jeux traditionnels la participation du plus grand nombre et la mixité? Et donc, je vais essayer de reprendre ça là, ce matin. Les timides, c'est un espèce d'idéal type, hein, il n'existe pas le timide, hein, c'est l'introverti, c'est le garçon qui n'est pas à l'aise avec certains sports collectifs, c'est certaines filles, etc. C'est un peu tous ces élèves qui finalement n'ont pas d'appétence pour spontanée, pour un certain nombre d'activités physiques, pour le PS, pour le sport. Et en fait, c'est ça, pour moi, les timides, cette espèce d'idéal type. Et donc, pourquoi les timides s'y retrouvent en jeu traditionnel? Là, il y a trois premières raisons. Un, parce que la motricité est accessible. Des fois, pour faire un peu formule, je dis que je parle d'une motricité démocratique. C'est-à-dire que, alors, je fais une petite parenthèse parce qu'avec les jeux, c'est toujours très compliqué. Les jeux ne sont pas un champ homogène. C'est-à-dire que si vous faites de la balle au tambourin, ça va être extrêmement technique, extrêmement complexe. Il va falloir manipuler des outils comme d'habitude. Si vous faites une tech avec une batte de baseball, il va y avoir beaucoup de techniques, etc. Mais, en l'occurrence, dans nombre de jeux traditionnels, à partir du moment où on sait marcher, courir, tendre le bras pour toucher quelqu'un, on peut participer et on peut jouer sans avoir besoin d'accéder à une maîtrise technique nécessaire pour s'exprimer, pour s'éprouver, pour prendre du plaisir. Et du coup, le plaisir dans un certain nombre de ces jeux traditionnels ne vient pas de la maîtrise technique, mais simplement de l'engagement dans le jeu. Et donc de la gestion des ressources physiques de chacun. Ou de la prise en compte de la gestion des ressources physiques de chacun, les fameux timides, mais pas que les timides. Deuxième point, nombre de jeux traditionnels sont des jeux multipolaires. Là, vous en connaissez probablement certains. L'épervier est un jeu multipolaire. Le poule, renard, vipère, ou qu'on appelle parfois les trois camps, est également un jeu multipolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action, elle se passe dans plein d'endroits différents. Concrètement, quand vous jouez à l'épervier et que vous entendez la formule rituelle épervier sortez, il y a 4-5 loups qui sont en train de courir dans tous les sens, ça dépend si vous faites des chaînes, etc. Et puis il y a des éperviers qui essaient de franchir le terrain et ça part dans tous les sens. Quand vous jouez à poule, renard, vipère, c'est pareil, il y a du monde un peu partout qui est en train de courir et il n'y a pas une focalisation de l'action sur quoi? Et bien sûr, notamment un objet particulier, par exemple le ballon. Et là, c'est quelque chose, moi, qui me paraît très important pour que tout le monde puisse s'exprimer, et notamment les timides. C'est qu'il n'y a pas de pression du regard des autres. À un âge, voilà, l'adolescence, où le regard des autres est fondamental. Dans une discipline, le PS, où bien souvent on s'expose devant les autres, et bien avec les jeux traditionnels, compte tenu du côté multipolaire, on n'a pas la pression du regard des autres. Et donc, je peux m'engager sans avoir cette pression. Ce qui est beaucoup plus difficile, par exemple, quand je fais un handball ou quand je fais un sport collectif plus classique. Au handball, quand je reçois la balle, j'ai une grosse pression. Hein. Tout le monde me regarde, tous mes partenaires me regardent. Et ça peut-être que pour les timides, c'est compliqué. Un point qui est complètement en lien avec ce que je viens de dire, le système des scores. C'est-à-dire que dans les jeux traditionnels, il n'y a pas forcément de système de points, par exemple. Dans les jeux traditionnels, il n'y a pas forcément de fin, par exemple.
Dans les jeux traditionnels, il y a parfois des vainqueurs qui sont désignés à l'avance. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais par exemple, à la balle assise, il n'y a pas de vainqueur. En fait, c'est un jeu sans fin. C'est extrêmement, extrêmement improbable qu'il y ait un vainqueur à la fin. On pourrait même dire, Fabien, que c'est un jeu sans but. Et c'est ce que quand on présente les règles des élèves de la balle assise en cours, par exemple, et Pascal fait bien de le souligner, régulièrement, au bout d'un moment, il y a toujours un ou deux élèves pour venir nous voir, mais c'est quoi le but? Comment on fait pour gagner? Et c'est assez déstabilisant. Bah, il n'y a pas de but, il y a des règles, tu joues. C'est quand même une compétition, mais il n'y a pas forcément de vainqueur et il n'y aura pas de vainqueur à la fin du jeu. Accroche-décroche est un autre jeu dans ce type-là où c'est bien un jeu, il y a bien une compétition. Il faut bien éviter d'avoir certains rôles et plutôt chercher à en avoir d'autres. Mais concrètement, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Et comme il n'y a pas de fin, ça change un peu la philosophie de la pratique parce que l'enjeu, ce n'est pas de gagner, mais c'est de jouer. Et ça change tout. Une fois que l'enjeu n'est pas de gagner, on peut se consacrer au jeu sans qu'il y ait une pression à nouveau sur le fait de gagner ou de perdre, le fait de marquer des points et le fait de réussir ou de rater. Et concrètement, quand on combine le côté multipolaire et le système des scores, dans nombre de jeux traditionnels, il y a une dédramatisation de l'échec et de la réussite. Pourquoi? Parce qu'il y a 15 000 échecs et réussites en même temps. Au jeu de bar, concrètement, je vais toucher 10 fois Mathilde, qui elle-même aura touché 5 fois Pascal, mais qui aura été délivrée 3 fois par Nouria, et de toute façon, on ne sait même plus qui a fait quoi, il n'y a pas de comptage à la fin, ce qui fait que je peux m'engager sans avoir peur de rater ou de réussir. Et ce qui est, je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin-là, Penser l'erreur en éducation, mais Penser qui s'écrit P-A-N-S-E-R, notamment parce que malheureusement, un des constats de l'éducation française, l'éducation scolaire française, c'est qu'on n'autorise pas les élèves à faire des erreurs. Il faut absolument qu'ils réussissent tout de suite. Mais avec les jeux traditionnels, il y a espoir qu'ils puissent s'engager, y compris le timide, parce qu'il n'y a pas de pression de réussite, parce qu'il a le droit de se tromper, parce que de toute façon, il n'y a personne qui compte et parce qu'il n'y a pas de regard sur ce qu'il fait concrètement. Je continue. Pourquoi les timides toujours s'amusent-ils dans les jeux traditionnels et finalement pourquoi nombre de jeux traditionnels s'adressent à tous les élèves, garçons, filles, quelles que soient leurs ressources? Également parce qu'il y a des rôles variés, des rôles pour tous, avec notamment cette idée que, je vais reprendre l'exemple de Poule Renard Vipère, quand on commence à Poule Renard Vipère, enfin quand on joue à Poule Renard Vipère, il y en a qui vont être des chasseurs, hein, ils vont courir partout. Alors là, on reconnaît plutôt certains garçons sportifs ou certaines filles qui ont bien la niaque. Et puis, on va avoir des personnes qui vont être rassurées, qui vont être dans leur camp et qui vont plutôt adopter le rôle au départ, par exemple, de gardien de la chaîne de prisonniers. Et donc, finalement, il y a des rôles qui correspondent à des profils d'élèves, à des motivations d'engagement différentes. Et ces rôles sont peut-être des rôles qui permettent à chacun de s'engager. Je viens de l'aborder, là. Hein. Il y a aussi une spécificité dans un certain nombre de jeux traditionnels, c'est les cabanes, les camps, les maisons. Et ça, c'est quelque... Vas-y, Pascal. Je me laisse intervenir sur le point précédent, celui de la multiplicité des rôles. Tu disais, chacun a son rôle, et parfois, quelques élèves donnent l'impression de ne se donner aucun rôle. Mais ce n'est qu'illusion, parce qu'en définitive, il y a une place qui se légitime dans la durée et qui, à point nommé, peut apparaître comme étant fondamentale au reste de l'équipe. C'est très intéressant à constater. Ça pose un gros problème en termes d'évaluation, évidemment, mais on y reviendra ultérieurement certainement. Mais pour autant, ne rien faire, parfois, c'est quand même jouer parce que le rien faire est remplacé par une action qui est fondamentale à un moment donné. Là, ce que décrit Pascal, c'est notamment le cas au double drapeau. Hein.
quand le joueur qui est un peu plus timide n'ose pas s'engager au départ. Mais concrètement, au double drapeau, hein, l'élève qui va faire gagner son équipe, hein, c'est celui qui va partir plutôt avant-dernier ou avant-dernier, voire dernier. Et là, typiquement, une sorte d'inversion des rôles. Hein. Spontanément, les élèves qui sont plus extravertis vont s'engager pour partir en premier, sauf qu'ils vont se faire immobiliser sur le terrain de jeu jusqu'à ce que parfois les plus introvertis finissent par les délivrer et soient ceux qui donnent la victoire à leur équipe. Je continue donc sur cette question des cabanes. Les cabanes, ce sont des refuges ludiques et des refuges affectifs. C'est-à-dire que concrètement, je reprends l'exemple de Poule Renard Vipère parce que c'est un jeu que quasi tout le monde connaît. Quand je suis dans mon camp, je suis protégé. Je suis bien, je suis tranquille. Je fais un parallèle avec les sports collectifs. En sport collectif, il n'y a pas de camp où je suis tranquille, je suis protégé. Je prends l'exemple du handball. Je dis tout de suite, hein, j'ai été handballeur, j'adore le handball et c'est pour ça. Donc là, je démonte le handball, mais j'adore le handball. Du coup, au handball, il n'y a pas d'endroit pour se protéger, pour être tranquille. Et concrètement, si les collègues de PS ne font pas bien attention, on se retrouve avec ceux qui ne veulent pas jouer, qui se retrouvent ailiers titulaires, hein, et titulaires, voire carrément sur la touche. Hein. S'ils pouvaient sortir du terrain, ils le feraient. Là, on se retrouve avec des jeux, par exemple, pour le renard hyper, où il y a des camps. Et donc, ce qui se passe quand on observe les élèves, c'est qu'il y a des élèves qui vont parfois passer une partie entière dans leur camp sans sortir. Et puis, la deuxième partie, en fait, ils vont mettre un pied dehors. Alors, ça paraît anecdotique quand on regarde ça de l'extérieur, ça paraît ridicule, mais alors pour un élève qui jamais ne fait rien dans EPS parce qu'il n'ose pas, c'est une bouffée émotionnelle, c'est un engagement fondamental. Et puis, il va mettre un deuxième pied dehors, et puis un troisième, et en fait, il va se faire choper par quelqu'un d'autre, il va se retrouver prisonnier, et voilà comment quelqu'un qui a passé du temps dans sa cabane bien à l'abri se retrouve embarqué dans le jeu, mais à son rythme. Et c'est ça qui est fondamental, et c'est ça qui me semble être un point qui permet de dire que les jeux traditionnels permettent de s'engager à son rythme, et donc qui s'adressent à tous et à toutes. Et puis, un dernier critère qui… Fabien, oui, vas-y. Je t'interromps, ouais, parce que la cabane est une variable très intéressante. Bon, elle est parfois inhérente au corps de règles qui organise le jeu, mais elle est parfois une variable didactique qui permet de venir en aide aux timides ou à prendre conscience de la nécessaire obligation de gérer son potentiel physique. Un exemple parmi d'autres, il m'est arrivé cette année de jouer au Sagamore, qui est un jeu traditionnel, où la multiplicité des rôles rend le jeu comme étant une espèce d'énigme à grande échelle. Et j'avais choisi de jouer sur de très grands espaces, parce on était en plein confinement, il fallait faire souffler les gamins, etc., les faire courir, etc., etc. Et là, pour répondre à des problèmes liés à la fatigue, liés à l'incapacité de certains à s'engager véritablement dans le jeu, on a posé ces cabanes comme variable pour, sans rien changer à la logique du jeu, permettre au plus grand nombre de pouvoir jouer durablement. J'ai fini. Je reprends. Donc, le dernier point qui me semble favoriser la participation des timides et de tout le monde, c'est moi ce que j'ai appelé le pays des merveilles. C'est-à-dire que les jeux sont issus d'une culture qui n'est pas la culture de la rationalité des sports. C'est-à-dire que rien que le nom des jeux et le nom des sports sont assez révélateurs de cette différence. Le handball, donc hand la main, balle le ballon, le football, etc., etc. Et on se retrouve avec quelque chose de très, très rationnel. Dans les jeux, hein, vous avez 1, 2, 3 soleil, poule, renard, vipère, l'ours et son gardien, et que des noms un peu plus féeriques, un peu plus qui sollicitent davantage l'imaginaire. Et Pierre Parlebas avait
de manière très très bien vue, très lucide, parler des jeux comme des contes agis. Les contes, c'est pas un hasard, c'est une forme de patrimoine de l'humanité. Il me semble que en EPS, on a l'équivalent de ces contes, ce sont les jeux traditionnels. Et là, on s'attaque à quelque chose, moi, qui me paraît fondamental, c'est cette question de la culture et de cette culture qui relie l'intime et l'universel. Je ne sais pas si vous avez connaissance des travaux de Serge Boimard sur les enfants empêchés de penser. Serge Boimard, c'est un psychanalyste qui cherche à apprendre à lire à des adolescents bien attaqués par la vie et qui ne veulent pas lire. Et comment il aborde ça? Il aborde ça par la culture, mais pas n'importe quelle culture, la culture des contes et la culture de la mythologie. Pourquoi il part de là? Parce que la mythologie, en fait, ça permet d'aborder des questions fondamentales que tout le monde se pose, la mort, la vie, l'inceste, le viol, etc. Zeus, je ne sais plus combien il a d'enfants et d'adultères et d'inceste, etc. Sauf que concrètement, là, ce que vit Zeus et ce que vivent les enfants de Zeus, c'est ce que vivent concrètement les adolescents dont s'occupe Serge Boimard. Et donc, en parlant de Zeus, Serge Boimard, il s'adresse directement à ce que vivent ces adolescents sans les prendre de front, sans traiter directement leur sujet. Et c'est là où la culture, en fait, relie l'intime à l'universel. L'intime du rapport à la mort, à la violence, etc., et l'universel du mythe, des contes, et des contes agis que sont les jeux traditionnels. Avec moi, ce que j'apprécie aussi dans les jeux traditionnels, c'est que c'est un espace-temps clos dans lequel on peut vivre symboliquement des actions qui sont interdites en dehors du jeu. Frapper, voler, capturer, emprisonner, etc. Et là, à un moment, je pense que ça fait... je fais un peu de la psychanalyse de comptoir, mais je pense que ça fait du bien. Alors, psychanalyse de comptoir, je ne sais pas, parce qu'il y avait Yves-Félix Montagne qui avait fait un travail sur les jeux traditionnels dans un article moi, que je trouve très intéressant qui s'intitulait « Pourquoi les jeux traditionnels apaisent le tohu-bohu dans les classes ?» Et il démontrait à travers l'angle de la psychanalyse que les jeux traditionnels, notamment à travers le fait de... Quand je suis poule, il y a un côté bizarre à Poule dans la vieille paire. Hein. C'est-à-dire quand on demande à un adolescent de 15 ans ou de 16 ans qui se la pète tout le temps, etc., qui est un peu un caïd dans son quartier, qui se retrouve poule, il y a quelque chose de curieux. Et pourtant, ça fait du bien. Et ça fait du bien parce qu'à un moment, l'adolescent, il se retrouve un peu en enfance et il a le droit de vivre ça, il a le droit d'être sérieux dans le jeu, mais tout en s'autorisant à le faire parce qu'on le sait que c'est du jeu. Et voilà aussi pourquoi je crois que les jeux traditionnels, à travers ce côté un peu pays des merveilles, permettent à tout le monde de s'exprimer. Là, on retrouve donc la synthèse de ce qui vient d'être expliqué et je vais en profiter pour revenir un petit peu parce que je ne savais pas si j'allais avoir le temps. Du coup, maintenant que je vois qu'il nous reste quelques petites minutes, juste les jeux traditionnels, de quoi parle-t-on? Là, c'est Pierre Parlebas qui a posé cette définition très opérationnelle. Pour qu'il y ait jeu traditionnel, il faut une pertinence motrice, un système de règles, une compétition, mais pas d'institutionnalisation. Avec une petite subtilité, c'est que jeu ou sport, c'est parfois une simple question d'environnement culturel. Les tech en France ou le baseball aux États-Unis. Alors vous avez vu, hein, le singulier pluriel, il n'y a pas de hasard. Hein, les tech, en fait, il y en a plein des tech. Hein. Il y a notamment Jean-Michel Perronnet qui a écrit un livre qui s'appelle 20 jeux de tech. Les ballons prisonniers ou le dodgeball à nouveau aux États-Unis. Et puis les maîtres du souffle ou le kahabadi en Inde et puis dans tout l'Est asiatique. Avec là, je fais une double parenthèse. La première, c'est que Pierre Parlebas s'est longtemps battu contre cette idée que les sports seraient mieux ou moins bien d'ailleurs que les jeux traditionnels qui étaient avancés par certains. On voit bien qu'en fait, parfois, c'est une simple question culturelle. Et d'ailleurs, certains jeux traditionnels sont devenus des sports. Pas tous, parce que pour accéder au statut de sport, il faut quand même une forme d'institutionnalisation, mais une institutionnalisation qui répond à des critères. Hein.
la médiatisation possible, et puis globalement, il faut déterminer avec un gagnant et un perdant. Ce qui n'est pas le cas de toutes les activités, et c'est pour ça qu'il y a des jeux qui ne seront jamais institutionnalisés. Pascal, je t'ai vu réagir. Je disais simplement le caractère universel de la pratique contribue aussi à ce qu'un jeu devienne un sport. Oui, en partie. Une autre remarque aussi sur ce que change le côté institutionnalisation, institution. Ce que ça change, c'est qu'on dépossède les joueurs de leur capacité à changer les règles. C'est-à-dire que quand c'est l'International Board de rugby qui change les règles, ce sont des personnes qui ne jouent plus et qui changent les règles pour des motifs économiques ou médiatiques. Alors que quand, avec les jeux traditionnels, on change les règles, c'est le groupe de joueurs qui jouent qui change les règles pour des motifs soit ludiques, soit éducatifs, quand il y a un prof ou un animateur qui met son petit grain de sel là-dedans. Mais concrètement, là, il y a un changement de rapport à la règle. Et pendant très longtemps, l'EPS était une matière de la citoyenneté parce qu'on travaillait le rapport à la règle. Un peu comme sur la question des garçons et des filles, quand est-ce que concrètement en EPS, on travaille la question du rapport à la règle? Quand est-ce qu'on les questionne réellement, les élèves, sur cette chose-là? Je crois finalement assez rarement, et je pense qu'avec les jeux traditionnels, on a l'occasion de faire ça. Et du coup, non, je passe. Un dernier élément aussi, les sports ont été inventés pour des jeunes hommes en bonne santé et à l'époque plutôt blancs. Concrètement, les règles des sports, les tailles des terrains, tout ça, ça a été fait pour que des jeunes hommes en bonne santé s'éclatent, se fassent plaisir dans ces pratiques-là. Mais pas pour que des enfants de 10, 11, 12 ans pratiquent. Et nous, des fois, j'ai l'impression en EPS, alors avec un certain brio, on essaye de déconstruire les sports pour proposer des pratiques qui s'adaptent à nos élèves. Peut-être qu'en passant par les jeux, on n'aurait pas besoin de faire cette déconstruction pour s'adresser directement, pour choisir directement des pratiques qui sont adaptées aux ressources de nos élèves. Je passe. Je voulais vous montrer une petite vidéo du Kahabadi, je vous laisserai regarder ça. De votre côté. Si vous tapez Kahabadi sur YouTube, vous tombez sur des matchs très, très, très intéressants. J'avais un dernier point à aborder. C'est un souvenir personnel, une partie de balle assise. Et où, pour une fois, j'ai abordé concrètement la question des garçons et des filles. Et c'est parti d'une remarque d'une élève qui me dit « Monsieur, il y en a marre, nous les filles, on n'a jamais la balle ». Et parfait, il y avait un élève inapte, et avec l'élève inapte, on a fait des statistiques pour regarder combien de fois les filles avaient la balle, combien de fois les garçons avaient la balle. Et effectivement, à la fin, au bout de 10 minutes de partie de balle assise, on confirme le constat qu'avait fait cet élève, puisque en moyenne, les garçons avaient eu 8 fois la balle et les filles 2 fois la balle. Le constat est simplement présenté. Deuxième partie, c'est reparti. À la fin de la deuxième partie, des 10 minutes, les garçons avaient eu 7 fois la balle, les filles 3. Troisième partie, les garçons avaient eu 5,5 fois la balle, les filles 4,5 fois la balle. C'est-à-dire que c'est assez curieux. J'avais rien fait concrètement. J'avais juste mis en valeur les inégalités et j'ai rien appris en termes de motricité, etc., sur les questions des inégalités, des maîtrises techniques, etc. Et pourtant, le fait de mettre en valeur cette inégalité a suffi à changer les conduites des élèves. Et j'ai mis, c'était une grande émotion professionnelle. J'ai vécu ça avec beaucoup de plaisir. Et ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est comment les filles se sont tout simplement appropriées, se sont engagées, se sont appropriées la main. Juste deux, trois mots de conclusion. Du coup, les jeux traditionnels
vous l'avez vu, facilite probablement la participation de tous et de toutes pour les raisons évoquées précédemment, la multipolarité, la motricité démocratique, le pays des merveilles, les cabanes, etc. Mais ce n'est pas magique. Et finalement, là, ce qui a été présenté, c'est à nouveau une approche des inégalités par une gestion des ressources, c'est-à-dire qu'une approche où on ne se préoccupe pas de savoir si c'est des garçons et des filles, on se préoccupe de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, quelles que soient ses ressources. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être de doubler, mais c'est un autre sujet, d'aborder d'autres pratiques où on aborde concrètement cette question des garçons et des filles, des inégalités. Et c'est notamment moi ce que j'essaye de faire quand j'organise des séquences autour de la question des prises de parole, notamment en jeu traditionnel, quand il s'agit d'élaborer des stratégies collectives et où j'organise une rotation des rôles pour que tout le monde, à un moment, ait le rôle de celui qui décide. J'ai fini. Pascal, n'hésite pas si tu veux. Bah, écoute, je peux peut-être rebondir sur ta dernière phrase, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le cadre des jeux traditionnels, il y a la partie motrice qui est notre intérêt premier, et puis il y a l'autre partie qui relève de la réflexion, du plan d'action collectif, de la stratégie, voire de sa régulation entre chacune des parties. Donc, j'ai la main là, j'ai l'écran ou pas? Pas bien? Tu as débridé pas bien, mais tu peux partager le tien. Voilà, ça me permettra éventuellement de lancer une petite vidéo. Alors, attendez, je vais d'abord la chercher parce que je ne pensais pas. J'ai combien de temps? Tu as 20 secondes. Oh, yeah, super. Alors, je vais essayer de faire ça simple. Attendez, parce que ce n'est pas tout à fait dans cet ordre-là que je l'avais prévu. Donc, OK. Je suis obligé de m'arrêter de ma vidéo. Et puis, à partir de ma vidéo, il faut que je partage mon écran, c'est ça l'idée? Oui, voilà, avec l'icône en bas de l'écran. Oui, mais là, j'ai le petit écran pour l'instant. Donc, j'ai l'écran partagé. Et je vais passer… Où est-ce qu'elle est ma vidéo? Ça va être ça? Non. Zut. Attendez, parce que je l'ai sur mon écran, mais je ne le vois pas sur le petit écran. Zut. Non, c'est pas ça. C'est bon, on a votre écran partagé. Oui, mais le problème, c'est que je n'ai pas la vidéo que j'ai ouverte sur mon écran. Ah, si vous l'avez là, ça y est? Non, non, non. Vous n'avez pas la vidéo là? Non. Pourquoi je n'ai pas cette vidéo là? Quand vous partagez l'écran, normalement, il faut choisir la fenêtre, je crois, non? Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai une application qui est ouverte sur mon bureau qui n'apparaît pas dans la fenêtre du partage d'écran. Et c'est gênant parce que c'est celle qui concerne ma vidéo. Comment je fais ça? Il faut aller sur afficher toutes les fenêtres en bas à droite lorsque vous mettez écran partagé. Ouais, attends, je départage. Voilà, c'est la panique là. Ouais, profite. J'en profite puisque j'envoie le cas Abadi, puisque… Ok. Je suis peut-être là. Ah, ça y est. J'ai ma vidéo. Je l'ai récupérée. Voilà, ça, en fait, le cas Abadi, je ne sais pas si vous connaissiez, on voit bien que, du coup, en Inde, c'est un sport. Il y a les maillots, il y a tous les codes.
tout est là, les entraîneurs, les maillots, les supporters, les mascottes, le comptage des points, le tournoi, l'institutionnalisation. Eh bien, dans les jeux traditionnels, ça s'appelle les maîtres du souffle. Et du coup, ce qui est sport et ce qui est jeu traditionnel, des fois, c'est bien lié quand même à un contexte proprement culturel. Hein. Je sais qu'il me semble qu'après, il va être question du rugby. Le rugby, il est implanté très massivement, mais dans quelques pays seulement. Pascal, est-ce que… Ouais, alors moi, je suis prêt, donc, voilà. Donc je peux désormais partager, c'est ça mon écran? Ouais. OK. Donc là, vous avez l'image de la vidéo? Oui, Est-ce que vous voyez quelque chose là? Oui. Okay. Oui, nickel. OK. Bon, je vous passe la vidéo, elle ne dure pas très longtemps. Voilà. Là, vous avez un groupe d'élèves qui est en train de réfléchir à la manière dont il va… Allez, je baisse un peu le son de la vidéo, ce qui n'est pas très intéressant en soi. Voilà. Un groupe d'élèves donc, qui est en train d'opérer une réflexion autour d'une stratégie concernant le double drapeau. Et ce qui est intéressant à signaler, ce sont au moins deux choses. La première, les élèves sont plutôt autonomes dans la manière de gérer, ce sont des élèves de 6e, dans la manière de gérer les échanges. Pourquoi? Parce que tous relèvent de l'enseignement en collectif. Donc en fait, ils apprennent les fondamentaux de la discussion de groupe. Tout à l'heure, Fabien parlait, lever la main, le donneur de parole, la répartition des rôles. Bon, on est exactement dans cet esprit-là. Mais ce que l'on a noté avec des étudiants qui sont en Master 2 et qui ont pris pour thème de mémoire l'estime de soi et leadership, exercice du leadership, c'est que dans ces événements très précis, à des moments bien posés dans le cadre de la séance, on s'aperçoit qu'il y a une facilité des filles à prendre possession de tout ce qui relève de l'organisation et de mener la réflexion autour d'un plan stratégique, les garçons étant simplement ceux qui acceptent ou qui, de temps en temps, contredisent. Mais c'est plus subtil que ça, puisqu'ils ont tenté de réaliser une vraie étude qui a consisté à organiser la classe selon 3 groupes. Ceux qui ont une estime de soi relativement faible, ceux qui ont une estime de soi relativement forte, et puis un groupe témoin qui brassait à la fois les premiers et à la fois les seconds. Et ce que l'on a noté, c'est que quand l'estime de soi est plutôt faible, les filles prennent possession de tout ce qui relève de l'organisation et la gestion stratégique, les garçons n'étant en fait ramenés qu'à un rôle de défieur, ils défient l'autre dans une action motrice. Concernant le groupe de ceux qui ont une estime de soi plutôt avancée, on s'aperçoit qu'il y a un vrai partage entre les uns et les autres, filles et garçons, c'est presque équitable. Et puis, dans le groupe témoin, c'est une dominante fille qui est assez affichée et qui leur permet véritablement d'exister sur des activités qui sont hors motricité. Mais en termes de motricité, on peut s'apercevoir, alors je ne peux pas vous lancer la vidéo parce que j'ai compris qu'il me fallait l'avoir affichée préalablement avant de la lancer. J'en ai affiché qu'une, donc je n'aurai pas la deuxième. Mais j'ai noté aussi que dans les jeux de ce type, ou par exemple le Sagamore dont je parlais tout à l'heure, quand il y avait des défis qui étaient lancés en direction de joueurs, garçons étaient contre garçons, filles étaient contre filles, le plus généralement, sauf qu'à égalité de ressources, les filles acceptaient de s'opposer aux garçons et inversement. Et quand le défi physique était trop important, on voit un système d'alliance qui s'organise entre filles, qui double la pression sur le garçon dont on sait qu'il peut faire la différence pour son équipe. Et ça permet de pouvoir gérer tout ce qui relève des intentions de chacun par l'intermédiaire d'une coopération qui est tout à fait utile à constater. Voilà. Je pense qu'on a passé le temps. On est presque bien, Pascal. On est presque bien. Voilà. Bon, moi, je m'en arrêterai là. On peut passer au temps des questions. Du coup, si vous avez, le partage de mon écran, c'est ça. Ouais. Si vous avez fini tous les deux, on peut passer aux questions. Donc, soit vous pouvez lever la main, soit mettre une question dans la discussion.
ils sont tous partis pour leur déjeuner. Ah, Ilyes, du coup, on t'écoute pour ta question. Oui, bonjour et merci pour la présentation. J'aurais une question sur la progressivité des apprentissages. Donc, si j'ai bien compris, vous faites plusieurs séquences de jeux traditionnels. Et donc, comment vous l'organisez? Est-ce que vous faites les jeux traditionnels les plus simples d'abord, les plus complexes après? Est-ce qu'il y a des contenus qui sont en fil rouge tout le long ou pas du tout? Alors Fabien, tu me laisses commencer? Vas-y, Ah j'ai bah, beaucoup parlé. il y a en 98, alors ça ne date pas d'hier, hein, mais je suis assez vieux, c'est pour ça que je peux me permettre de fonctionner sur l'histoire. J'ai eu l'occasion d'écrire un article sur l'apprentissage des fondamentaux. Et à cette époque-là, je traitais de notions dites fondamentales qui tournent autour de c'est quoi une personne, un individu, c'est quoi un groupe, c'est quoi une équipe. Et d'apprendre aux élèves de faire une distinction entre ces trois notions qui m'apparaissent essentielles. Et effectivement, dans cet esprit-là, j'avais mené une expérience en termes de progression qui me permettait de partir de la balle assise, dont on a parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est un jeu où il n'y a pas d'équipe, c'est un jeu où tout le monde est avec tout le monde, où tout le monde est contre tout le monde. C'est en fait c'est la décision du joueur qui fait acte de partenariat ou d'adversité. Donc en fait, il fait évoluer le jeu à sa convenance et c'est peut-être le seul but qu'on peut lui attribuer. Donc là, on fonctionnait sur la base de personnes qui étaient confrontées à d'autres personnes. Bon, ça, c'était la première étape. Ensuite, la deuxième étape consistait à travailler sur la notion de groupe en distinction de la notion d'équipe. Et donc là, j'avais pris appui sur un autre jeu qui s'appelle le ballon chasseur. Pourquoi? Parce que c'est un jeu à l'équivalent de l'épervier, ce qu'on appelle un jeu convergent, un contre tous, tous contre un. Pour que le jeu commence, la personne qui est seule doit, par le jeu d'un événement, avoir un premier partenaire. Il commence à organiser son équipe. Et tout le but de cette équipe constituée va être de manipuler des ballons qu'ils vont faire circuler selon des règles qui sont préétablies, très précises, de manière à faire que tous les joueurs du groupe libre deviennent acteurs de leur propre équipe. Et je finissais par un autre jeu traditionnel qui ressemble peu ou prou à l'Ultimate, un jeu peut-être que vous connaissez, qui a été proposé en 86 par Caron Pelcha. Ce sont deux auteurs canadiens qui ont travaillé sur l'apprentissage des sports collectifs et qu'ils appelaient la patate chaude. C'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un Ultimate avec ballon. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le jeu n'est possible que grâce au mouvement du ballon, puisque le porteur de balle est un joueur immobile. Donc, en fait, avec 3 jeux, on peut effectivement entamer une progression. Mais c'était une progression sur un thème donné qui était de faire une distinction entre individu, groupe, équipe. On pourrait multiplier les propositions. Je laisse la main à Fabien. Superbe question, celle de la progressivité. Dans les jeux, comme dans toutes les activités, comme avec tout objectif, les progrès ils sont lents. Il n'y a pas de miracle. Hein. Ce n'est pas parce que les jeux sont des superbes activités et que c'est génial que les progrès ils vont vite. Concrètement, moi j'ai une séquence maintenant qui est un peu plus rodée et où il y a un double objectif, c'est être capable de s'organiser collectivement, vraiment un pôle social, pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies. Concrètement, je vais plutôt aborder la question de pour mettre en œuvre des stratégies. Au départ, il n'y a pas de stratégie, hein, chacun part en tous sens, et puis progressivement, la stratégie se met en place. Et comment ça se construit? C'est quoi la progression? C'est au départ, il n'y a rien. Chacun y va de son... Et c'est logique, hein, il n'y a pas d'expérience du jeu. Hein, les élèves ne connaissent pas forcément le jeu. Donc, il faut bien qu'ils s'approprient les règles. 2, qu'ils vivent un minimum d'expérience. Où là, moi, j'appelle ça un peu de la stratégie intuitive, etc. J'y vais et puis je vois bien ce qui se passe. Et puis, progressivement, en fait, ils commencent à isoler des faits stratégiques. Au double drapeau, ils vont commencer à comprendre que les plus rapides, il ne faut peut-être pas les envoyer en premier. Et puis, en fait, l'étape suivante, ils vont associer des éléments stratégiques entre eux et ils vont commencer à avoir une cohérence un peu plus globale. C'est-à-dire que, et c'est là où aussi le rôle de l'enseignant intervient, c'est-à-dire que moi je dis, bon ok, là vous m'avez proposé quelque chose en attaque, mais en défense, vous faites quoi? Et là, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus structuré sur en attaque, on va essayer ça, en défense, on va essayer ça.
Et puis encore une étape suivante, mais qui est une étape suivante, enfin qui n'est pas chronologiquement la suite, c'est celle de l'adaptation de la stratégie en cours de partie. Avec, par exemple, on a, et là, moi, c'est toujours un grand bonheur professionnel, quand spontanément les élèves me présentent une stratégie en début de partie, ils essaient de la mettre en place, et spontanément, en cours de partie, ils vont se regrouper pour faire évoluer la stratégie. Bon, là, moi, je trouve qu'en termes de progression, c'est hyper intéressant. Et puis, on en avait déjà parlé avec Pascal, une étape supplémentaire, c'est quand on vient remettre la pagaille, c'est-à-dire que ça y est, ils ont un peu compris les fondamentaux stratégiques d'un jeu, et on va remettre la pagaille en disant, bah, maintenant, on va introduire une variable. Qu'est-ce que vous en faites stratégiquement? Et là, on est reparti sur il faut être capable de s'adapter avec une nouvelle règle et qu'est-ce que cette nouvelle règle, en quoi cette nouvelle règle impacte la stratégie. Je reviens sur la question des types de jeux. Il y a Serge Testebud là, qui m'avait interrogé pour un cahier du CEDREPS et il me disait, il parlait notamment de actuellement, une des tendances de l'EPS, c'est de simplifier notamment les sports collectifs pour qu'ils soient praticables. Eh bien, dans les jeux traditionnels, il y a un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fonction des objectifs, des fois, on ne va pas choisir les jeux traditionnels les plus complexes. On va plutôt choisir des jeux traditionnels relativement simples, hein, des loups et des choses comme ça. Mais ça, c'est le plus important dans ce que je viens de dire, c'est en fonction de l'objectif. Si vous voulez qu'il y ait de la complexité, prenez des jeux complexes, etc. Mais concrètement, une séquence de jeux traditionnels, parfois, ça peut être 25 parties de double drapeau. Et c'est ça la séquence. 25 parties de double drapeau. Il y a un seul jeu, il n'y a pas forcément une évolution d'un jeu à l'autre. Mais Pascal, il a présenté une autre proposition, mais parce que son objectif était différent. Il travaillait sur groupe, équipe, etc. J'ai dit, vas-y Pascal, excuse-moi. Oui, non, parce que voilà, pour aller dans ton sens, et c'est tout l'objet de la question d'Iliès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une progression type. J'imagine que ta question, c'était quelle est la progression motrice possible par la pratique des jeux traditionnels. Moi qui fonctionne en collège, j'ai un autre regard, parce que pour moi, un projet, c'est une articulation entre un axe éducatif et un axe disciplinaire. Et je me situe toujours à l'intersection des deux. Or, pour mes classes de sixième, pour les classes de sixième du collège, on a fait le choix de travailler spécifiquement sur la règle, sa connaissance, sa compréhension, son appropriation, son évolution, alors qu'on travaille davantage sur l'autonomie. Donc, le cadre de travail, la prise d'initiative, l'engagement de la responsabilité. Donc, tout ça, ça engage sur des projets complètement différents. Mais ce qui est certain, et c'était l'idée de la séquence que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est que quand je travaille sur la règle, et c'est ce que disait Fabien, en termes de stratégie, les élèves sont confrontés au jeu qui vient d'être expliqué, au jeu qui vient d'être vécu, au jeu qui vient d'être régulé. Le système des variables qui sont en fait un questionnement autour du jeu et qui permettent aux élèves de raisonner de nouvelles règles, par exemple, une règle possible sur le drapeau, qui est un autre jeu que le double drapeau, ou sur le jeu des 7 pierres, on a là des jeux à élimination. Et il n'y a rien de plus frustrant pour un élève que d'être éliminé quand le jeu est si plaisant. Et donc, moi, la question, je leur ai posée, certes, il y a des éliminés, mais pendant que vous êtes éliminé, réfléchissez donc à une règle qui permettrait de vous requalifier sans perdre la logique du jeu. Et donc, la progression, elle se situe là. Et là, je me situe totalement en phase avec Fabien. Une dernière remarque là, par rapport à la question d'Iliès. Mince, ça y est, j'ai oublié. J'étais trop attentif à ce que tu disais, Pascal. Oui, ça y est, j'ai retrouvé. Aussi, une des curiosités moi, qui m'interroge professionnellement actuellement, c'est ces histoires de progression. On dit toujours quand même, il faut partir des élèves et de la dynamique de la classe. Et donc, à un moment, si le canevas didactique il est trop verrouillé, on ne s'adapte jamais aux élèves et à nos classes. Et donc, concrètement, moi, en fonction des classes, je vais partir sur des séquences différentes. Un exemple, j'ai une classe où globalement ça tourne, il n'y a pas de souci, et ben, je vais partir sur être capable de s'organiser collectivement pour élaborer des stratégies et les mettre en œuvre, voire les réguler. Ça, c'est quand ça tourne bien.
Quand je suis sur une classe où je sens qu'il y a des tensions qu'ils ne sont pas capables de faire ensemble, eh ben, je vais être sur une espèce de séquence un peu curieuse qui serait climat de classe, où je vais plutôt travailler sur les émotions collectives, on réussit ensemble, on fait ensemble, comment j'éprouve, c'est quoi mon rapport à la victoire, à la défaite, à la réussite, à l'échec. Et en fait, j'essaie, mais c'est très difficile à faire, d'adapter mes séquences à la classe et pas de dérouler ma petite séquence qui va bien. C'est ça, d'accord. Alors, on a deux autres questions, mais du coup, on est un peu short niveau timing, donc je vais vous les lire, elles sont dans la discussion, mais si vous pouviez y répondre en 30 secondes chacune. Donc, la première, c'est que vous avez évoqué l'évaluation des jeux traditionnels. Comment procédez-vous pour évaluer les élèves? Donc, très rapidement, si vous voulez. Oui, Pascal. Écoutez, la chose est relativement simple. Moi, je l'ai réfléchi avec Pascal Borde dans les années 83-85, lorsque pendant 5 années, j'ai travaillé avec lui sur un établissement scolaire. On était en région parisienne, à Suresnes pour précisément. Ce n'est pas une banlieue qui était compliquée, c'était une banlieue plutôt facile. Quel était l'objet de l'évaluation? En fait, on s'est appuyé sur l'échelle de Buick-100. Alors, peut-être que pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne dit pas grand-chose, mais l'échelle de Buick-100, elle fonctionne toujours de la même façon, selon qu'on est sur des activités psychomotrices ou sociomotrices, ou en 4 niveaux, ou en 5 niveaux. Et pour les nommer, le premier niveau émotif, deuxième réactif, adaptatif, prospectif, préactif. Et en fait, il fallait simplement situer la conduite de l'élève par rapport à un système de jeu qui s'organisait autour de paramètres qui sont les autres, le temps, le matériel, l'espace, etc., etc. Et donc, l'idée de ces échelles, enfin, l'idée de cette évaluation était de formaliser des échelles descriptives, donc des échelles avant l'heure. On appelait ça des échelles de niveau de conduite. Ce sont effectivement des échelles descriptives, avec l'idée que pour chaque niveau, on identifiait, comment dire, une photographie, et cette photographie n'avait de sens que par rapport au comportement que l'élève montrait en situation de jeu. Et donc, le simple fait de le voir agir nous permettait de le situer dans une échelle descriptive. Il y aura un exemple qui sera proposé. Alors, juste en aparté, je devais intervenir, Fabien l'a fait à ma place. Pourquoi? Parce que j'étais trop long dans ma préparation. Donc, je vais livrer tout ce que j'ai fait à Mathilde qui le mettra en ligne. Et vous aurez à la fois l'article de Pascal Borde de 2018 qui est très intéressant, et puis un exemple d'échelle de conduite qu'on avait élaboré il y a longtemps et qui pour moi est toujours d'actualité.